Je m'appelle Amnon Jacob Suissa, je suis professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Je m'intéresse au phénomène des dépendances comme problème social et bien sûr les processus d'intervention qui accompagnent ce qu'on appelle en santé les déterminants sociaux, c'est-à-dire les structures qui peuvent perpétuer ou tout simplement réduire ou allonger les problèmes sociaux qui sont en lien avec le phénomène des dépendances. J'ai commencé à m'intéresser au phénomène d'abord des jeunes en particulier et des toxicomanies depuis de nombreuses années où j'ai commencé à monter un programme de sensibilisation et d'information dans les quartiers défavorisés à Centre-Sud, à Montréal. Et donc ça c'était, disons, une première passerelle qui m'a ouvert un peu des fenêtres, voire des portes du phénomène des dépendances. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à plusieurs facettes des dépendances en général, que ce soit la chirurgie esthétique ou la cyberdépendance. Dans le cas de la cyberdépendance, je me suis intéressé parce que c'est tout simplement incontournable. Les jeunes sont nés dans un environnement où les nouvelles technologies sont présentes et comme je me suis intéressé aux addictions comportementales, entre autres le jeu compulsif, ça allait de soi qu'il fallait que c'était dans le menu tout simplement de mes recherches et de mes centres d'intérêt. La cyberdépendance chez les jeunes s'installe autour de trois dimensions, si on veut, ou caractéristiques. Une, le facteur temps que les individus jeunes ou un peu moins jeunes investissent. Ça, c'est extrêmement central pour bien comprendre. Ce n'est pas des substances, on ne parle pas de substances, on parle de temps. Combien de temps les gens investissent en 24 heures, évidemment. Il y a évidemment aussi la question de l'usage ou de l'abus. Ne pas paniquer pour les parents. Est-ce que c'est un usage modéré qui a du sens parce que ça, je vais aller chercher des informations pertinentes ou plutôt c'est un usage abusif qui se fait au détriment d'autres sources d'intérêt ou de plaisir chez le jeune ou le jeune adulte. Et enfin, l'interactivité qui s'effectue avec l'écran, la machine. Ça, c'est extrêmement important. On peut prendre l'exemple des jeux vidéo où les jeunes développent de plus en plus un problème d'abus aux jeux vidéo parce qu'il y a un accrochage par rapport au personnage qui est extrêmement interactif. Et puis, le plus que vous jouez, le plus que vous avancez dans la narration de votre histoire qui est intégrée aux jeux vidéo, donc dans la fameuse guilde avec le personnage que vous voulez bien épouser, marier, ça peut être un guérisseur, ça peut être un guerrier. Vous pouvez aussi vous marier, faire toutes sortes de choses à l'intérieur des jeux vidéo. Donc, l'exemple des jeux vidéo illustre un peu la cyberdépendance, mais aussi, on peut penser aussi aux jeux sur les téléphones intelligents, de plus en plus de paris sportifs chez les jeunes. Déjà, avec les jeux de hasard et d'argent, les jeunes jouaient avec un taux d'incidence qui était 2 à 3 fois plus élevé que les adultes. Cette même tendance lourde se retrouve au niveau des cyberdépendances. Par ailleurs, il est important de préciser que ce qui contribue beaucoup à l'accrochage, en particulier dans les cyberdépendances, c'est justement la facilité qui est là. Anonymat, on peut généralement, avec l'Internet, on a accès à toutes sortes de ces jeux-là, mais aussi le fait que c'est beaucoup plus difficile qu'avec les substances psychotropes, c'est-à-dire communément appelées les drogues, parce que pour les drogues, d'abord c'est souvent illégal, donc il faut savoir où se les procurer, il faut avoir de l'argent pour ça, il faut avoir des connexions, il faut avoir été initié par des personnes, il faut aussi avoir reconnu l'effet dans l'initiation de l'usage qu'on en fait, comme quoi c'est quelque chose qu'on apprécie, qui est du plaisir, et qu'on veuille renouveler. Donc il y a 6 étapes d'un point de vue, j'allais dire, chirurgical, qu'il faut traverser pour pouvoir développer un problème. Or, avec les écrans, le contact est totalement direct, il y a un monde ludique, vous incarnez un personnage, vous êtes devant les écrans, vous appuyez, vous avez été initié déjà depuis un certain nombre d'années
contrairement à vos parents. Et donc, voilà, et donc c'est beaucoup plus facile. Ceci contribue énormément à l'accrochage et donc au potentiel de cyberdépendance. Ce qui est le plus préoccupant finalement avec les cyberdépendances et également aussi avec les jeux de hasard et d'argent, c'est quand les individus perdent énormément d'argent, en proportion bien sûr. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de lien de confiance qui est vraiment brisé avec tout le monde. Généralement les gens qu'on aime le plus, les proches. Par exemple, on ment aux parents et aux amis, on reste trop scotché entre guillemets sur l'écran, on dénigre ou en tout cas, on tient moins compte des liens sociaux réels qui peuvent nous entourer, des vrais amis. Donc on fait des sacrifices d'une part, enfin qui est compris comme sacrifice, mais on crée aussi des dégâts. Donc ce qui ressort, c'est la détresse que les jeunes vivent, le dysfonctionnement beaucoup plus grave qu'on le pense. Évidemment, il y a aussi une certaine banalisation de la part des parents parfois. Je comprends qu'ils ont un regard inquiet, et ils devraient avoir un regard inquiet sans tomber dans la panique ni dans la crise absolue, mais quand même et travailler avec un minimum d'établissement des règles. Sinon, on a des caractéristiques, et ce qui est le plus déplorable, ce sont la détresse, un dysfonctionnement beaucoup plus grave qu'on le pense, dû à la banalisation, et aussi, jusqu'à un certain point, un silence ou une acceptation parce que c'est plus désirable socialement de la part des parents. Or, je sais que mon fils est dans la chambre, donc ça me calme, mais en même temps, ça peut être peut-être un petit peu plus grave que ce qu'on pense, parce que si vous savez où est-ce qu'il est, mais vous ne rentrez pas dans son monde, vous ne savez pas de quoi est fait son monde, on a des ruptures et on a vraiment des problèmes, et les ruptures vont s'agrandissant. Donc les conflits, les crises, quand ils vont éclater, là ça va malheureusement être de la grande détresse et de grande difficulté. On peut intervenir auprès des jeunes de manière un peu plus efficace à plusieurs niveaux. D'abord en termes de prévention, en réfléchissant ensemble, ça peut être dans les écoles, comme il y a eu par exemple un document qui s'appelle Bien jouer, avec les jeux de hasard et d'argent, qui existe depuis 2012-2013. Et on va dans les écoles, selon les âges, etc. On adopte un peu les informations erronées et on les ajuste en discutant. Mais ça, c'est un niveau 1. Niveau 2, sensibiliser les parents à travers des groupes de parents, les comités de parents dans les écoles, et que c'est pas seulement voir les jeunes, mais travailler aussi avec les comités de parents pour que les parents entrent un petit peu plus dans le monde de leurs jeunes. Il faut s'ouvrir entre guillemets à la sous-culture des jeunes. Si on ne rentre pas dans le monde des jeunes, il y a vraiment un parallélisme qui se crée, c'est-à-dire des chemins parallèles. On peut communiquer, mais on est dans des chemins parallèles. On se croise rarement. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas le même monde. Et donc, il faut partager un petit peu les préoccupations des jeunes, le monde dans lequel ils sont. Donc, en s'intéressant à leur monde, par exemple, prendre un jeu vidéo, World of Warcraft, rentrer là-dedans, s'intéresser aux personnages, écouter la musique qui est préférée des enfants, rentrer dans le monde des enfants, ça permet déjà d'établir un lien de communication parce que le jeune ne se sent pas en dehors, mais il est en dedans. C'est ce qu'en anglais ils appellent acting in versus acting out. Quand les gens ne sont pas écoutés à l'intérieur, ils font ce qu'on appelle acting out. Donc ils vont le faire à l'extérieur. L'écran est un acting out. Si j'abuse, je suis dans l'acting out. Je ne suis pas dans l'usage. Et donc ça, c'est l'intervention efficace aussi pour les intervenants en général. C'est toujours, je crois, avoir le réflexe de mobiliser les réseaux, les proches de ce que j'appelle le patient désigné, c'est-à-dire on nous dit voilà, occupez-vous, mon enfant passe trop de temps. C'est malheureusement pas comme ça. Dans la vraie vie, il vit dans un environnement, dans une maison, donc s'occuper de prendre le temps, réfléchir, comment mobiliser les parents, leur donner chacun le temps pour leur point de vue et trouver d'autres moyens d'établir d'autres règles de fonctionnement
qui vont leur permettre d'une part de réduire l'intensité et la fréquence, et aussi de donner du sens à que quand j'ouvre un écran, toute nature confondue, je le fais de manière modérée et je ne tombe pas dans l'abus. C'est une grande distinction. Donc, et bien sûr, au niveau des médias, enfin, je trouve que c'est important de ne pas éviter de parler de cette dépendance qui est, même si elle n'est pas reconnue encore dans le DSM 5 2013, donc il y a quelques mois, même si elle n'est pas reconnue parce qu'il n'y a pas un consensus scientifique à ce stade-ci, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a quand même des problèmes d'abus. Et donc on remarque, par exemple, la dépendance à Facebook, elle existe. Les gens peuvent passer énormément de temps sur Facebook tous les jours. Ça peut aller de 90 minutes à 6 heures par jour. Et donc, quand les gens ne sont pas sur Facebook, on a des symptômes de sevrage et des personnes peuvent développer donc ces symptômes-là parce qu'ils y pensent tout le temps. Donc la dépendance, elle existe, elle est là, elle est en voie de se cristalliser de manière plus officielle, mais les tendances lourdes sont là.